Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. C'est le Texama Show 129, 130 même, il me semble. Premier Texama Show de l'année. Je dirais même que j'ai plus fait de Texama Show depuis l'année dernière. Voilà, c'est sorti cette blague. Dans tous les cas, bonne année à tous, merci. Ce fut une grosse année pour la chaîne. 2019, c'est un peu la première année où vraiment je pouvais faire des vidéos plus souvent. Toutefois, 2020 va être évidemment plus importante parce qu'il y a le studio. Et j'ai bien envie de mettre un coup directement dès le mois de janvier. Selon moi, le mois de janvier est très important parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui prennent des pauses en janvier parce que le mois de janvier n'est pas le mois qui rapporte le plus parce que il y a très peu de pubs sur YouTube. Les contrats de pub aussi dédiés, les vrais pubs sponsorisés, tout ça, il y en a très peu aussi parce que tout simplement les marques ont fini leur budget pour décembre. Du coup, ils sont en train de refaire les budgets en janvier, donc il y a très peu de pubs. Donc, beaucoup de youtubeurs prennent des pauses. Mais moi, selon moi, c'est le moment justement où il ne faut pas prendre de pause. Il vaut mieux prendre. Enfin, en réalité, c'est intelligent de prendre une pause en janvier, mais c'est important aussi de continuer à faire des vidéos parce que bah, les gens, vous demandez des vidéos. Vous êtes en mode, hey, je veux des vidéos à regarder, moi. Et le truc, c'est que ça ne s'arrête pas. Vous voulez voir des vidéos tous les jours, toute l'année, tout le temps. Vous avez des périodes où vous êtes plus actif, enfin vous êtes plus occupé et des périodes moins occupées, mais vous voulez des vidéos tout le temps. Du coup, si la plupart des youtubeurs prennent une pause en janvier, ben, vous avez moins de vidéos. Donc c'est le bon moment pour, selon moi, les youtubeurs de mettre un bon coup, de lancer des séries importantes, tout ça, surtout fin janvier. Parce que fin janvier, il y a tous les examens un petit peu préparation. Enfin, il y a des trucs qui se passent un petit peu en janvier aussi, forcément. Il y en a aussi en décembre, donc ça revient à peu près au même, selon moi. Mais bon, fin janvier, ouais, c'est le moment où il faut y aller à fond, selon moi. Donc, ouais, du coup, peut-être prendre une pause début janvier est intelligent. Juste, genre vraiment les premiers jours de janvier, ouais, ça va encore. Enfin bref, du coup, commençons ce Texama Show aussi. Première news, c'est que on a le CES qui arrive. Le CES, si vous ne savez pas, c'est un show de l'électronique qui se passe à Las Vegas. C'est en janvier, toujours. Là, c'est du 7 janvier au 10 janvier. C'est un moment très important pour tout ce qui est technologie, que ce soit smartphone, TV, n'importe quoi, franchement. Il y a souvent aussi des trucs annoncés au niveau des fois carte graphique et tout. Donc ouais, c'est un moment très important. Et donc, le manque un petit peu de news de ces dernières semaines, c'est parce que tout simplement là, vous allez être enfli sous les news et tout ça. Donc la semaine prochaine, le prochain Texama Show, on fera un résumé un petit peu des trucs intéressants du CES. Peut-être que si je vois vraiment un truc intéressant, je ferai une vidéo à part, mais honnêtement, je pense que la plupart du temps, moi, ce que je ferai, c'est juste, ouais, dans le prochain Texama Show aussi, on fera un petit peu toutes les news. C'est-à-dire que ce Texama Show, ici, maintenant, évidemment, il n'y a pas encore vraiment de news du CES. Il y a quelques trucs qui ont commencé à être présentés, mais sans plus. Donc, on va parler d'autres trucs. Et en parlant d'autres trucs, justement, on va commencer par une news pas très joyeuse. En 2020, le prix de la NAND, c'est la mémoire que vous avez justement pour composer tout ce qui est SSD, tout ça. Le prix de la NAND devrait augmenter jusqu'à ce qu'ils annoncent, en tout cas probablement jusqu'à maximum 40%, ce qui est énorme hein, pour information. Pourquoi? Parce que, bon, je vais être très honnête avec vous. Il y a 3 constructeurs de mémoire et ils sont ensemble, on va dire, ils s'arrangent, vous voyez, ils s'arrangent. Et le truc, c'est que le prix de la mémoire ces derniers temps était vraiment pas cher, genre vraiment. Ce qui a fait que leur profit n'était pas aussi bon, quoi. Donc, ils doivent augmenter leur profit, certainement, et voilà, ils se sont décidés, tiens, on va augmenter les prix. Bon, en réalité, il y a quand même des raisons, mais bon, je vais être très honnête avec vous, il y a littéralement des preuves, comme quoi ils se sont arrangés sur les prix. Voilà, il n'y a pas de secret ici, c'est quelque chose qui se fait. C'est dommage. Ça veut dire que si vous comptez faire un nouveau PC, faites-le maintenant. Surtout qu'il y a à peu près tout qui est sorti, une nouvelle pièce. Je veux dire, oui, il y a les nouveaux Core i9, 10 cœurs qui doivent sortir, mais ils ne seront pas vraiment beaucoup plus puissants que les 8 cœurs actuels. Donc prenez juste le 8 cœurs si vous voulez vraiment un processeur Intel pour pure performance jeu vidéo. Et sinon, les processeurs AMD, tout est sorti. Tout ce qui était intéressant en tout cas pour le consommateur. Donc ouais, c'est le moment de faire un PC. Je vais faire d'autres vidéos dans les semaines à venir, vraiment des vidéos config où je refais ma config à 800, 1000 euros. C'est toujours une variante, moi, parce que je donne toujours des options pour faire varier le prix selon votre budget. Je ferai aussi la config pas chère, une config peut-être un peu plus overkill. Euh, donc je referai plusieurs vidéos dans les semaines à venir, parce que selon moi, c'est important de le faire maintenant avant que ça augmente vraiment beaucoup de prix, en fait. C'est le moment un peu parce que
les SSD et la RAM vont coûter plus cher et c'est deux pièces importantes du PC. Aussi, les cartes graphiques devraient techniquement coûter plus cher parce qu'il y a de la mémoire naine dessus. Donc ouais, après ça, il y a peut-être moins de chances que ça augmente beaucoup parce que, évidemment, quand vous êtes Nvidia, que vous êtes en mode je veux des puces mémoire et ça n'augmente pas de prix. Je pense que si vous êtes le fabricant de puces mémoire, vous êtes en mode ok, Nvidia, on n'augmentera pas trop le prix. Sinon, pour information, une des raisons en tout cas, c'est qu'il y a eu un accident dans une usine Samsung. Donc Samsung est un des trois fabricants de mémoire. Je vous rappelle qu'il y a Skynix et puis il y avait non, c'est pas Crucial, c'est Micron. Voilà, c'est trois fabricants de mémoire. Samsung a eu un accident. Ils ont une coupure d'électricité qui n'a pas duré très longtemps, mais le problème c'est qu'ils l'ont eu dans leur fabrique de mémoire justement. Et le truc c'est si ça coupe pendant la fabrication, tout est perdu. Donc ça leur a coûté un petit peu cher, même assez cher quand même. Après, rien que ça ne devrait pas être une raison pour une augmentation des prix, soyons honnêtes, parce qu'il y a trois constructeurs, donc les autres constructeurs devraient juste attraper la demande et juste compenser. Mais ouais, encore une fois, ils sont un petit peu main en main et la moindre excuse qu'ils ont pour augmenter les prix, ne vous inquiétez pas qu'ils la prennent. Ils la prennent directement et ils le font. Pourquoi? Parce que eux, ça fait juste plus d'argent. Littéralement, s'ils peuvent augmenter le prix, ils gagnent plus d'argent. Et s'ils gagnent plus d'argent, leurs investisseurs sont contents. Enfin bref, oui. Est-ce que ça se voit que je déteste ce genre de choses, personnellement? Je déteste ce genre de choses. Ok, alors une news un petit peu plus intéressante, un peu plus joyeuse. Enfin, peut-être, je sais pas. Core i9 9900K, non, le Core i9 10900K, voilà, ça va devenir compliqué, serait de 2% à 30% plus rapide que le 9900K, ce qui est logique. Le 30%, je veux dire, il a 2 cœurs en plus, donc ces 30% viennent certainement des programmes qui en tirent parti. Donc là, notamment, on a un graphique qui vient d'Intel, c'est un graphique officiel. Évidemment, c'était un graphique marketing, donc ils ont pris les chiffres les plus beaux, ceux qui rendent le mieux. Donc on voit notamment Cinebench, où on a pratiquement 26%, et celui qui était à 30% en plus, c'était Spec Int. Je ne sais même pas ce que c'est, ça doit être un programme qui calcule des integers ou autre chose. Certainement juste un programme pur synthétique. Pour sa information, quand je dis synthétique, c'est des programmes plus scientifiques, synthétiques, juste ils font des tests pour tester. Puis vous avez tout ce qui est un petit peu plus pratique, multicore, par exemple Cinebench, c'est du rendu 3D, ça c'est déjà utilisé par beaucoup de gens à l'heure actuelle, donc ça ce n'est pas du synthétique. Et puis vous avez évidemment les jeux vidéo. Il n'y a pas de jeux vidéo ici. À mon avis, inclure les jeux vidéo ferait mal à Intel littéralement parce que, comme vous pouvez voir, c'est 30% dans le meilleur des cas, mais dans le pire des cas c'est 2%. Et à mon avis, ce 2% vient du fait que tout simplement les programmes qui ne tirent pas parti des deux cœurs en plus, c'est-à-dire 99% des jeux vidéo, vont plus voir un gain de 2%. Genre, c'est un gain qui est dû au fait qu'ils ont un peu tweaké l'architecture vite fait. Ils ont un peu. Oh tiens, il y avait un truc qui nous faisait perdre des performances ici. Hop, on le change un petit peu parce que c'est pas très dur à changer. Ce genre de choses, c'est là que c'est comme ça que vous vous retrouvez avec 2% de performance en plus. Et puis aussi, évidemment, le fait que le turbo peut aller un petit peu plus haut que la génération d'avant sur un seul cœur. Donc ça peut aider à faire justement ce 2%. Toutefois, c'est pas énorme. Soyons honnêtes, c'est pas du tout énorme. Et c'est pour ça que je dis, si vous devez faire un PC maintenant, allez-y. Genre, ça ne vaut, selon moi, pas la peine d'attendre ces processeurs. Parce que le truc, c'est, ils sont plus puissants en multicore. Mais si vous achetez un Core i9 maintenant, c'est pour jouer aux jeux vidéo. C'est vraiment, vous voulez à fond jouer aux jeux vidéo, vous prenez le 8 cœurs, il sera aussi performant. Il sera vraiment exactement les mêmes performances, j'en suis sûr et certain. Et ça fait juste le confirmer. Et je rappelle que c'était un graphe officiel Intel. Donc ouais, bref. C'est un peu dommage, hein, parce que personnellement, je préférais qu'il y ait plus de performance, justement, parce que ça veut dire qu'on a encore plus de concurrence. Ça veut dire que AMD derrière est en mode oh fuck, on avait réussi à les rattraper, maintenant ils reprennent de l'avance. Du coup, ça fait une course. Ça fait pas comme par exemple les constructeurs, je sais pas moi, de mémoire qui sont en mode hmm, tiens, Samsung, mon concurrent, tu as eu un accident dans ton usine. Augmentons les prix pour que tu t'en sortes mieux. Je me sens mal pour toi. Tu vois, genre, c'est pas maintenant que tu es censé prendre des clients de Samsung ou autre chose. Genre, vous êtes concurrent. Mais non, parce que vous arrangez. Enfin bref, je reviens à ce autre sujet. Bref. Un autre sujet, c'est au niveau de Navi 12. Donc, Navi 12, ce serait la fameuse RX 5700 ou 5700 XT, peu importe son nom.
qui 5600, j'ai dit oui, 5600 XT, qui devrait bientôt sortir. On ne sait pas quand exactement, elle n'est pas encore annoncée, donc ne vous attendez pas à la voir tout de suite, hein. Du coup, Navi 12 aurait 32 6 CU. Alors, ce que ça veut dire, basiquement, la 5700, la RX 5700, que vous connaissez tous, a 40 compute units, c'est des CU. Se dire que dans ces compute units, vous avez des stream processeurs, un certain nombre. Donc, je ne sais plus combien. On pourrait juste diviser pour le voir. Donc, ça fait 2560 stream processeurs. Et du coup, ça, c'est un peu la puissance brute, entre guillemets. C'est un peu comme le. Non, c'est pas vraiment comme le nombre de chevaux d'une voiture. Non, c'est encore différent. Mais bon, c'est un peu l'architecture. Et puis, évidemment, vous avez la fréquence qui va influencer pas mal. Parce que si vous diminuez la fréquence, ça diminue énormément les performances. Et ça permet de faire un peu la comparaison. Alors, vous pouvez pas les comparer, ces chiffres-là, à une carte Nvidia. Ça ne sert à rien. C'est juste inutile. Vous ne pouvez même pas forcément les comparer à une ancienne génération de cartes graphiques AMD. Par contre, pour ceux qui ont la même architecture, ça permet d'assez bien comparer. Et notamment, par exemple, Navi 14. Oui, alors c'est à l'envers, ne cherchez pas. Navi 14, qui est la RX 5500, qui est sortie récemment, elle a 24 CU. Donc ça veut dire que, d'un point de vue juste si on regarde le nombre de CU, ce Navi 12, cette 5600, devrait être plus proche de la 5700 que de la 5500. Ce qui est une très bonne nouvelle, parce que la 5500 est un peu bof, on peut le dire, hein, franchement. Donc là, ça la mettrait certainement à un niveau de performance genre assez proche, hein. Par contre, évidemment, vous allez le voir, la fréquence ne sera pas du tout la même ici. On est sur 1144 Hz apparemment. Pas encore confirmé, évidemment, mais c'est beaucoup plus bas. Après, ça vient d'un leak, c'est peut-être un truc de test pas finalisé. Donc peut-être que la version finalisée aura une meilleure fréquence. En tout cas, ça, c'est juste l'architecture. Enfin, c'est la puissance brute, on peut dire, de cette possible carte qui pourrait arriver. Mais bon, c'est intéressant. Une chose est sûre, si elle a vraiment 36 CU, qu'elle a une bonne fréquence respectable, on pourra arriver à une carte qui a le même niveau de performance qu'une GTX 1660 Ti. Je dirais même qu'il devrait la mettre plus puissante qu'une 1660 Ti, la mettre à 280 euros, 260 même, ce serait génial. Et puis là, ça se vendra comme des petits pains, il n'y a aucun problème, beaucoup de gens l'achèteront. Une chose est sûre, ouais, j'ai hâte de voir cette carte arriver parce que je trouve qu'il y a un gros trou à cette gamme de prix-là chez AMD. Et puis Nvidia est en mode, hey, rajoutons plus de cartes graphiques dans ce trou. On va rajouter une 1660 Super, 1660 Ti, vous avez la 2060 qui est en promotion des fois. Allez, bouf, on serre tout et on écrase. Ensuite, on a une autre news, encore une fois, sur AMD, cette fois-ci sur le Navi 21. Alors oui, ça porte à confusion. Navi 21 sera un plus gros GPU que Navi 10, donc les 5700. Donc là, on parle de grosses cartes graphiques. Oui, ça porte vraiment à confusion qu'ils le mettent à l'envers comme ça. Pour information, toutes les cartes graphiques ont des notes code comme ça. Même chez Nvidia, vous avez, par exemple, vous avez les GV, vu que c'est Volta en ce moment, oui, je me souviens, est-ce que c'est Volta? Oh, je suis même plus sûr. En ce moment, il me semble que c'est Volta, donc c'est GV100, vous avez les GV102, 104, 108, je sais plus. Et plus vous augmentez le nombre, en fait, plus c'est des petites cartes graphiques. Donc ça porte vraiment à confusion. C'est des versions coupées en fait. Donc là, Navi 21 est une plus grosse carte graphique que Navi 10 en quelque sorte. Bon, c'est juste un nom technique. Vous ne verrez jamais ça sur la boîte ou autre chose. Mais bon, du coup, ce Navi 21 serait une possible 5800 ou une 5900 XT. Ce serait une carte graphique avec 16 milliards de transistors. Donc en gros, on avait parlé des CU avant. Je ne sais pas s'ils le mettent, les CU ici, mais déjà, elle serait sur le nouveau processus de gravure 7 nanomètres plus. Donc c'est la version révisée par TSMC, c'est la meilleure version. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. C'est celle qu'utilise par exemple Apple pour leur dernier processeur. Donc c'est du bon quoi. Donc cette carte, comme on a dit, ouais, elle aurait 15 ou 16 milliards de transistors et elle aurait jusqu'à 12 ou 16 gigas de GDDR6 et surtout elle aurait, euh, c'est vraiment, c'est comme si vous preniez vraiment deux 5700, ils voulaient fusionner ensemble. C'est le full GPU en fait. Un peu comme par exemple la RTX 2080 Ti, c'est pratiquement le full GPU de l'architecture d'NVIDIA actuelle. Et puis par exemple la 2060, c'est une version coupée, c'est-à-dire qu'ils font juste une partie ou autre chose. Donc là, c'est un peu la même chose. Les 5700, c'était une version coupée en fait, pour donner une carte graphique plus milieu haut de gamme. Maintenant, évidemment, AMD avait designé une version beaucoup plus puissante, beaucoup plus véloce. Et c'est celle-là. On ne sait pas si ça sortira, forcément.
Peut-être qu'ils vont juste sortir une carte professionnelle, c'est possible. Une chose est sûre, c'est intéressant à voir venir parce qu'on manque de concurrence encore une fois, hein, je rappelle. Après selon moi, AMD ferait mieux de se concentrer toujours sur, le marché du milieu de gamme. C'est pas ce qui rapporte le plus, mais c'est le plus important selon moi et ils l'ont fait avec les 5700, hein, parce qu'à chaque fois selon moi que, AMD sort des cartes graphiques milieu de gamme, c'est là qu'ils réussissent le mieux. Par exemple, les 5700 sont excellentes. Elles mettent une bonne concurrence à Nvidia, elles sont excellentes pour le prix, elles se vendent bien en plus, donc c'est bon pour tout le monde. Quand ils sortent leurs plus grosses cartes graphiques en général, par contre, là, ça devient un peu plus compliqué. Donc oui, par exemple, cette carte-là, forcément, vous devez vous en douter, sera un monstre de puissance, mais aussi un monstre de consommation, certainement. Après, en diminuant un peu la fréquence ou autre chose, ils peuvent manager tout ça, faire en sorte qu'elle soit dans une enveloppe thermique respectable, qu'elle soit peut-être un peu plus, elle consomme un peu plus qu'une RTX 2080 Ti, par exemple. Mais ouais, voilà. Une chose est sûre, on n'a pas plus d'infos pour le moment, mais voilà, ça pourra arriver dans le futur proche. Et personnellement, je suis très impatient de voir ce que ça donne. Pourquoi la page chez Refresh? Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Il n'y a pas plus d'informations pour le moment, enfin de news pour le moment. Évidemment, on va avoir le plein de news avec le CES, beaucoup de news un peu plus grands consommateurs aussi, parce que là, j'ai fait beaucoup de trucs un peu obscurs pour certaines personnes qui peut-être ne suivent pas trop l'informatique. Mais bon, ouais, on devra avoir plus de news sur des TV pliables, certainement, ou des écrans pliables, à mon avis, parce que c'est le CES. Donc, des choses très intéressantes, selon moi. Les prochaines technologies un petit peu au niveau TV, notamment le fait que les OLED, tout ce qui est un petit peu OLED, commence à avoir de la concurrence au niveau des LED normales qui reviennent un petit peu à la mode avec les QLED, par exemple, qui sont vraiment pas mal et qui n'ont pas les problèmes des écrans OLED, notamment le burn-in, mais évidemment qui ont leurs propres problèmes ou plutôt leurs propres limitations. Donc ouais, ça arrivera la semaine prochaine. Quoi qu'il arrive, vous aurez un résumé un petit peu du CES. À mon avis, ce sera d'ailleurs dans le titre, genre résumé CES ou autre chose, où je parlerai selon moi des actualités les plus intéressantes, celles qui ont le plus d'impact sur un petit peu tout ce qui est informatique, technologie de manière générale. Après, évidemment, il y aura tellement d'actualités que je ne pourrai pas juste tout traiter, donc tenez-en compte. Bref, merci à tous. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu pour toujours en commentaire. N'hésitez pas à suggérer dans les commentaires ce que vous voudriez voir comme config de la semaine, dans les semaines à venir, pour refaire justement toutes les configs avant que les prix n'augmentent de trop. Bref, merci à tous et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!